Mais moi, on m'avait appelé tout à l'heure. Mais qui êtes-vous? Vous l'avez dit. Je suis le diable. Le diable. 20 millions, avez-vous dit? Vous avez besoin de 20 millions, je peux vous offrir bien davantage. Je suis acheteur, j'achète votre âme. Tout l'argent qu'il vous faut, vous l'aurez. 2 millions par jour dans vos caisses, si vous voulez. Monsieur Million, j'entends que vous les dépensiez pour mon plaisir, pour le vôtre, à faire le mal. Le mal, rien n'est plus captivant, n'est plus beau que le mal. Servez-vous de cet argent comme une arme empoisonnée qui ravage et qui tue. Défense sous peine de mort. Usez de cet argent pour des fins charitables, défense de donner surtout aux pauvres. Dépensez, achetez tout, des objets, des hommes, des femmes, des consciences. Achetez. Ne laissez pas cet argent sans emploi, plus de 20 millions dans vos caisses. C'est la mort. Alors amusez-vous, soyez joyeux, riches et cruels. Pacte conclu. Je vous achète. J'achète. Le veilleur de nuit. Marcel! Vous m'avez demandé, monsieur? À quelle heure est parti le patron hier au soir? Tard? Je ne l'ai pas vu sortir. Monsieur Martial a passé la nuit dans son bureau. Il m'avait dit de ne pas le déranger. Mais vous auriez dû me prévenir! Ça ne manquait plus que ça. Monsieur Donatien. Monsieur Donatien. Qu'est-ce que c'est? Un monsieur qui vous demande. Moi? Vous ou monsieur Martial? C'est le commissaire de police. Monsieur Martial! Monsieur Martial! Allons vite, donnez-moi le passe. Oh. Monsieur Martial! Monsieur Martial! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Patron, vous êtes sauvé! Sauvé? Tiens, c'est vrai, je ne suis pas mort. Le groupe Zakharov vous fait une ouverture de crédit de 2 millions. 2 millions? Mais 2 millions par jour! Mais on croit rêver! Rêver? Monsieur Grégory est là qui vous apporte la nouvelle. Alors, monsieur Martial, bonjour. Vous avez passé une bonne nuit, que d'événements heureux depuis hier. Heureux pour vous et pour nous. Vous permettez. J'ai reçu un câble de monsieur Zakharov et je vous le communique. Ouvrez crédit, 2 millions par jour en condition que bénéficiaire. Continue même jeu suivant même méthode. Même jeu, qu'est-ce qu'il entend par là? Vous servir de cet argent comme d'une arme empoisonnée qui ravage et qui tue. Défense d'en user pour des fins charitables, défense de donner surtout aux pauvres. Défense aussi de laisser cet argent sans emploi, pas plus de 20 millions dans vos caisses. C'est l'ordre. Dépensez. Achetez. Achetez tout. Des objets, des hommes, des femmes, des consciences. Achetez. Achetez. Et si par hasard il m'arrivait de violer le pacte? Oh. Dans ce cas, les représailles de M. Zakharov seraient terribles, mais je ne vous quitte pas. Je suis près de vous. Pour me surveiller? Oh. Non, pour vous conseiller. Aujourd'hui, je vais vous parler du diable. L'homme qui vendit son âme, c'est un extrait de ce film que vous venez de voir. C'est un des derniers films tournés par Robert Le Vivant, sous l'occupation. Et personnellement, je ne crois pas au hasard. Et une fois de plus, comme dans beaucoup de films qu'il a tournés, Robert Le Vivant joue toujours des traîtres, des gens bizarres, des escrocs, et donc le diable. Et jouer le diable dans un film qui s'appelle L'homme qui vendit son âme, il n'y a que Robert Le Vivant pour faire ça. Robert Le Vivant, c'est l'histoire d'un réprouvé. C'est l'histoire de quelqu'un qui n'a pas fait les bons choix,
et qui est passé aux oubliettes du cinéma français, mais quel immense acteur. Alors je voudrais essayer, à mon petit niveau, de réparer quelques petites injustices. Et vous savez, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu cette période épouvantable en France qu'on a appelée l'épuration. Et donc on a trucidé des gens, on a attendu des femmes. Et les justiciers qui ont fait ces choses magnifiques étaient souvent des résistants de la 25e heure. Bref, Robert Le Vigan n'était pas un ange, mais il n'était pas l'âme aussi noire qu'on a voulu nous présenter, et je voudrais donc rétablir quelques petites vérités. Mais d'abord, on va parler de l'acteur, et à la fin de cette petite émission, on va revenir en détail sur cette période de la fin de la guerre, de l'épuration et de la chute de Robert Le Vigan, le meilleur ami de Louis-Ferdinand Céline, le plus grand écrivain du XXe siècle. D'ailleurs, pour l'anecdote, vous savez que Céline avait son fameux chat Bébert. Eh bien, le chat Bébert, en fait, c'était le chat de Robert Le Vigan. Mais Lucette, la femme de Céline, trouvait que le couple maltraitait ce chat. Elle a intrigué pour récupérer le chat. Le chat est venu chez Céline et Céline l'a appelé Bébert, parce que Bébert c'est Robert Le Vigan. Voilà à l'origine le pédigré du chat Bébert. Bref, il y a beaucoup de choses à dire donc sur Robert Le Vigan. Et pour commencer, Robert Le Vigan, ce n'est pas son vrai nom. Il s'appelle Robert Coquillot. Le Vigan, c'est un village dans le Périgord. Il prend donc ce nom-là, ce nom d'acteur. Il a fait le conservatoire, mais il va s'orienter vers le musical. Nous sommes donc avant la guerre, il y a beaucoup de revues, il va jouer beaucoup au théâtre. Il va rentrer dans la compagnie de Louis Jouvet, excusez du peu, et c'est d'ailleurs grâce à ça, en jouant dans une pièce de Jules Romain, d'Onogo Tonka, qu'il va être repéré par un des plus grands réalisateurs français, Julien Duvivier, qui va le faire tourner dans Les 5 Gentlemen maudits. Là encore, Robert Le Vigan commence sa carrière au cinéma sous un titre de film prémonitoire. Il va tourner de plus en plus, il va tourner une quinzaine de films avant de tourner un des rôles les plus importants de sa carrière. Et je dirais même, c'est un rôle qui a encore presque déterminé le reste de sa vie et de son destin, si l'on croit au destin. Ce film, c'est Golgotha. C'est un film de Duvivier. Comme son nom l'indique, raconte la passion du Christ jusqu'à la mise en croix. Et c'est Robert Le Vigan qui va jouer le rôle du Christ. Je vais vous montrer un extrait de Golgotha. Alors Golgotha, ce n'est pas un des films qu'on revoit le plus souvent à la télévision. C'est un film qui a beaucoup vieilli, mais il est intéressant pour la prestation de Robert Le Vigan, parce que jouer le Christ, c'est pas vraiment évident. J'allais dire qu'on s'y casse les dents. C'est un lapsus révélateur, parce que pour ce tournage, il se fait arracher plusieurs dents afin d'avoir les joues creusées. On dit même qu'il s'était fait enlever des côtes pour paraître plus émacié au niveau de son corps, pour paraître plus christique. Tout ça pour vous dire que Robert Le Vigan, c'est vraiment quelqu'un qui s'implique bien avant Robert De Niro, l'acteur studio, etc., etc. Les Américains ne nous ont rien appris, c'est plutôt eux qui se sont inspirés des Français. Un peu de chauvinisme, ça fait pas de mal. Et vous allez voir, la composition de Robert Le Vigan est saisissante. Et donc, retrouvons tout de suite Robert Le Vigan qui nous parle de Golgotha. Il est interviewé, mais on va revenir sur cet entretien. Il est exilé en Argentine et il nous raconte comment Duvivier l'a choisi pour jouer le rôle du Christ dans Golgotha. Et juste après, vous allez voir un extrait de ce film. J'avais d'abord été engagé par Duvivier pour jouer Judas. Et puis, ce pauvre Duvivier avait fait des essais avec tous les acteurs, tous les jeunes premiers de français de Navarre, et n'avait jamais rencontré un acteur capable de jouer le Christ. Enfin, il allait abandonner le film jusqu'au moment où, en plaisantant, je lui dis donne-moi la perruque et la barbiche, puis je vais te le faire, moi, ton Christ.
désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus avant que soit venu le royaume de mon Père. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Mais c'est impossible, Seigneur. Le dit dans les Qui est-ce donc, Seigneur? Celui à qui je tends cette bouchée de pain. Ce que tu as à faire, fais-le tout de suite. On a beaucoup dit que Robert Le Vigan, je ne déflore pas le sujet en vous disant qu'il a été collaborateur, qu'il a été jugé, qu'il est allé en prison, qu'il s'est exilé. On va y revenir à la fin de cette émission. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment un exalté, un illuminé, peut-être dans le bon sens du terme quand même, mais quelqu'un d'extrêmement passionné, avec une sensibilité très très forte. Et le fait de jouer le rôle du Christ, ça l'a complètement bouleversé. Et cela a certainement joué sur son évolution intérieure pour la suite de sa vie, avec notamment ce qui s'est passé pendant l'occupation. L'autre grand film, je pense, qui fait vraiment de Robert Le Vigan une star, mais on disait vedette à l'époque, c'est La Bandera, film encore là de Julien Duvivier, qui est vraiment un très grand film. Le film est adapté d'un roman de Pierre Macorlan. Alors l'histoire de La Bandera est très simple. Jean Gabin joue le rôle de Pierre Gilliette, qui a tué quelqu'un, mais sous le coup de la passion, et qui décide de s'engager dans la Légion. Bon, ben la Légion, tout le monde sait que on s'y engage pour oublier son passé et y renaître sous une autre identité. Là, il s'agit de la Légion espagnole, mais un policier, Robert Le Vigan, décide de ne pas lâcher sa proie et, sous une fausse identité, il s'engage dans la Légion pour poursuivre le criminel qu'il veut arrêter. Voilà le pitch de ce film. Donc on va voir une première scène où s'affrontent, je dirais, psychologiquement, Le Vigan et Gabin, et la dernière scène du film, qui est, vous allez le voir, superbe. Donc tout de suite, je vous propose de regarder ces deux extraits de La Bandera de Julien Duvivier, qui est sorti en 1935. Bon, les salages ou pas. Et là, tu vas voir, ça va partir. Ça va, il est au cours, hein. Ouais. Lorsque descend la nuit, toutes sortes d'aiguës se faufilent dans la cachette. Ils sont heureux de tomber, de coucher. Regarde ça, je peux plus entendre ça. Ça? Oh, ça ou autre chose. On n'y voit pas bien clair. Je peux plus entendre ça, je te dis. Non, c'est pour rien, mon marquis. Tu as arrêté ça, hein? Pour aller rassurer ou bien la Charenton. Tout le long de la Seine, on marche. Mon Dieu, va ta gueule, tonton! Ah, qu'est-ce qu'il a? Il est sonné, oui, il est piqué.
Mulot est mort, je vais te chercher. Tu vas y rester, Juliette? Ça t'embête, hein, poulet. Tu m'avais préparé autre chose. Mais c'est mon camarade, tu comprends, mon camarade. Tenez, Juliette, tu le sais bien. Ah. Et alors si on en sort? Tu n'auras plus à te méfier de moi. Écoute, on est bleues tous les deux, hein. Ce que le monde peut penser de nous, on s'en fout. Bah, puisqu'on va mourir, faut pas mourir en vache. Allez. On va s'en sortir. En 1938, Robert Le Vigan va tourner dans 2 films marquants et qui seront des très grands succès et qui vont devenir d'ailleurs des classiques. Le premier, ce sont Les Disparus de Saint-Agile, un film de Christian Jacques, qui est une histoire d'enfants, mais comme toujours les films ou les romans pour les enfants s'adressent aux adultes, et il est adapté du livre de Pierre Véry. Et Pierre Véry, charentais, un auteur qui écrit beaucoup pour les enfants, et Robert Le Vigan va jouer dans 3 films adaptés de romans de Pierre Véry. Donc je vais vous montrer des extraits. Donc c'est donc le début d'une collaboration. Et si vous n'avez pas vu Les Disparus de Saint-Agile, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent numéro, franchement, allez voir ce film. D'abord, une pléiade d'acteurs extraordinaires. Éric von Stroheim, Michel Simon, Robert Le Vigan. C'est vraiment un pur chef-d'œuvre. C'est le monde de l'enfance et celui des adultes qui ont oublié leur enfance. Et puis il y a le mystère, il y a l'aventure. C'est vraiment un film qui vous embarque du début jusqu'à la fin. Tout de suite, je vous propose de retrouver Robert Le Vigan avec Michel Simon dans Les Disparus de Saint-Agile. Oh, vous n'auriez pas dû venir ce soir. C'est passé quelque chose. C'est précisément parce qu'il s'est passé quelque chose que je suis venu. D'abord, je pense que vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. Évidemment, on ne me met au courant de rien. On se sert de moi, on m'espionne, on me guette. Vous avez la folie de la persécution, c'est mauvais. J'en ai assez, moi. J'ai l'impression que tout le monde me soupçonne. C'est intenable. Il y a des moments où j'ai envie de parler, de crier. J'étouffe, vous comprenez? Si vous parliez, monsieur Lemel, vous risqueriez d'étouffer davantage. Je peux même dire que vous risqueriez d'étouffer définitivement. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je suis venu vous tenir compagnie parce que, au fond, je sais que vous n'aimez pas boire seul. Une cigarette? Non, merci. Moi non plus. Qu'est-ce que vous lisez, là? La vie d'Albert Durer, un artiste génial. Ça vous intéresse, la vie des autres? Forcément, puisque la mienne est ratée. De quoi vous plaignez-vous? Il me semble que vous avez les moyens de vivre largement. Vivre largement? Non? Je ne suis pas curieux, mais j'aimerais savoir ce que vous faites de votre argent. Vous voyez ces reproductions d'Albert Durer? Eh bien, ce ne sont pas des reproductions. Ce sont des originaux. Voilà ce que je fais de mon argent. D'admirables œuvres d'art, d'authentiques chefs-d'œuvre. Je n'aime pas les œuvres d'art, ça ne sert à rien. Comment vous osez dire une chose pareille? Attention, attention. Je vais faire une petite partie. Si vous voulez. Vous croyez vraiment que les œuvres d'art, ça sert à rien? À rien, à rien, à rien. Une fois que c'est accroché au mur, c'est fini, c'est figé. Hein? Je suis un homme simple. Et j'aime les objets simples et amusants.
Tenez, par exemple, un canif et une boîte d'allumettes, ça, ce sont des objets simples, amusants. Avec un canif, on peut tailler un crayon. Avec une boîte d'allumettes, on peut allumer le feu. Avec un canif, on peut aussi égorger quelqu'un. Avec une boîte d'allumettes, on peut incendier une maison, une forêt. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute avec une œuvre d'art? Le 8. C'est moi qui l'ai. Oui. Le 12. C'est encore moi qui l'ai. C'est magnifique le jeu de l'auto. Bon, je pense qu'il y a des gens qui se cassent la tête à jouer aux échecs. Le 65. C'est encore moi qui l'ai. Pas possible, vous trichez, vous. Le 90. C'est moi qui l'ai. Oh. Le 78. C'est encore moi qui l'ai. Oh, puis j'en ai assez. Monsieur le maire. Je suis venu aujourd'hui spécialement pour vous dire avec tous les ménagements possibles qu'il faut absolument que vous cessiez de boire. Hein? C'est mauvais, l'alcool. Ça fait faire des bêtises. Ça fait dire des bêtises. Hein? À moins qu'on le boive comme je le bois. C'est-à-dire de temps en temps. Je veux savoir ce qu'on a fait de cet enfant. Dans une pension qui se respecte, les petits-enfants qui ne dorment pas la nuit dans leur lit doivent être punis. Et donc, cette même année 1938, Robert Le Vigan joue dans un film qui est un des plus grands classiques du cinéma français. Il s'agit du Quai des Brumes de Marcel Carné et Jacques Prévert, qui en écrit les dialogues et le scénario. C'est un film extraordinaire avec Jean Gabin. Le Vigan a tourné beaucoup avec Jean Gabin. Et ce film est vraiment l'expression même de ce qu'on a appelé au cinéma le réalisme poétique. Et Robert Le Vigan y joue le rôle du peintre suicidé, un personnage tourmenté, comme il en a joué si souvent. Les répliques sont célébrissimes, cultissimes, mais je ne vous les dévoile pas. Retrouvez tout de suite Robert Le Vigan dans Le Quai des Brumes, sorti en 1938, un film de Marcel Carné. Salut, madame. Ah, tiens, il y a du monde ce soir. Oui. Et du beau monde. Oh, le monde, il est comme il est. Plutôt sinistre, plutôt criminel. Il y a pourtant de jolies choses dans le monde, à ce qu'on dit. Vous n'avez qu'à les peindre, les jolies choses. Les peindre? J'ai essayé, j'ai peint des fleurs, des jeunes femmes, des enfants. C'était comme si je peignais le crime avec tout ce qu'il y a dedans. Je verrais un crime dans une rose. C'est ce qu'on appelle la peinture au couteau. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'un arbre? Pourtant, quand je peins un arbre, je mets tout le monde mal à l'aise. C'est parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un de caché derrière cet arbre. Je peins malgré moi les choses cachées derrière les choses. Un nageur, pour moi, c'est déjà un noyé. Quand je veux peindre la joie, la musique, un bal, une noce en plein air, non, je ne retrouve sur ma toile que la haine, la jalousie, le meurtre, le cimetière. Des natures mortes, quoi. Mais tais-toi donc, imbécile. Mais non, l'imbécile, c'est moi. Faut vraiment être un imbécile pour vivre comme ça dans le malaise, dans l'angoisse. Vous ne trouvez pas, non? Ce que je trouve, c'est que vous êtes vachement compliqué, vous, alors. Oui. Oui, mais tout va s'arranger. J'ai fait le tour, la boucle est bouclée. Vous pensez toujours à vous tuer? Il y a des gens qui vont à la pêche, à la chasse, à la guerre. D'autres qui font de petits crimes passionnels. Il y en a quelquefois qui se suicident. Il faut bien tuer quelqu'un. C'est la vie. Oui. Ainsi, toi, par exemple, tu bois. Tu bois bien pour tuer quelque chose en toi qui te gêne. Moi? Je bois surtout pour me saouler la gueule. C'est la même chose. Et vous, je suis sûr, si je faisais votre portrait... Oh, ça va, foutez-moi la paix, hein. Je vous peindrais les mains dans les poches, la nuit dans le brouillard. Oh merde, j'en ai marre. Vous jactez, un mois on amène un autre et puis les grandes phrases arrivent.
Ça me casse les pieds, moi, les grandes phrases, t'entends? Vous avez bu aussi? Tais-toi, tu causes sans savoir. Parce que je me mets en bout, tu te figures que j'ai bu, hein, tête de lard. Eh ben, j'ai pas bu. Seulement, j'ai pas becté depuis 2 jours, c'est marrant, hein. Un beau sujet de tatouage, je suis au-dessus du nombril. Buffet froid. On ne vous nourrit plus à la coloniale? Ça peut te foutre à toi. T'avais qu'à dire, je voudrais bien manger un morceau, c'était pas difficile. Où tu vas? Moi, je sais pas. Alors, on va du même côté. Vous aimez la vie, vous? Quoi? Vous aimez la vie? Oh. Oui, tout de même, il y a des jours. Et la vie, elle vous aime? Jusqu'ici, elle a été plutôt vache avec moi, mais elle changera peut-être puisque je l'aime. Dis donc, je voulais te remercier pour ton hospitalité, t'as été chouette, alors... Vous m'avez tous tenu compagnie, c'est moi qui vous remercie. Et si je peux faire quelque chose pour toi? Oh, quelque chose pour moi, tu sais. Bah... Tu pourrais peut-être me trouver des fringues civiles, n'importe quoi. Je vois ce que c'est. Je suis en permission libérale. Je croyais que tu posais jamais de questions. T'as pas confiance? Bah, si, mais... J'ai qu'un seul costume, celui-là, le vieux, il me plaît bien. Enfin, si tu peux revenir ce soir, je t'aurais trouvé quelque chose. Je te remercie, ça va. Quelle pointure chaussez-vous? 41, pourquoi? Et nous sommes en 1941. J'essaie de vous présenter les films les plus marquants de Robert Le Vigan. En 1941, la France a perdu la guerre, l'Empire français s'est écroulé. La défaite de juin 40, la première armée du monde, ne l'était vraisemblablement pas. Bref, les Allemands arrivent à Paris et au-delà des combats guerriers, les Allemands veulent vraiment mettre leur empreinte pour la propagande et savent que le cinéma français, qui est le premier cinéma en Europe, c'est une des plus grandes cinématographies au monde, veulent mettre la main sur le cinéma français pour y contrôler tous les secteurs et que cela serve leur propagande. Et donc c'est l'époque où est créée la Continental, la fameuse Continental Film, qui est une société franco-allemande, qui est dirigée par Alfred Greven, personnage très ambigu. Et la Continental va réaliser, quand même, malgré tout, plusieurs chefs-d'œuvre. On pense tout de suite au film de Henri-Georges Clouzot, Le Corbeau, et à beaucoup d'autres. Et le premier film tourné par la Continental, c'est L'assassinat du Père Noël, tiré d'un roman de Pierre Véry, et qui est interprété notamment par Robert Le Vigan. Donc on va voir un extrait de ce film. Alors on dit que Robert Le Vigan a écrit des lettres, c'est certainement vrai, à la Continental, en louant la collaboration franco-allemande. Bon, sans doute voulait-il avant tout tourner des films. C'était un personnage exalté, on n'est pas vraiment certain qu'il ait des convictions antisémites ou autres, mais bref, en tout cas il arrive à ses fins, mais ce sera le seul film qu'il tournera pour la Continental, alors que beaucoup d'autres acteurs, comme Pierre Freinet, comme beaucoup d'autres, ont tourné beaucoup pour l'occupant. La Continental, c'était les Allemands. Ils n'ont pas du tout été inquiétés à la Libération. Et Robert Le Vigan n'a pas été non plus du fameux voyage à Berlin, comme beaucoup de grandes vedettes françaises, comme Albert Préjean ou Daniel Darieux, Fernandel. Je me répète, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Le pauvre Robert Le Vigan a fait certainement des choses pas très orthodoxes, mais d'autres acteurs se sont conduits certainement aussi mal que lui et n'ont pas du tout été inquiétés. Je vous propose de regarder tout de suite, c'est le début du film, L'assassinat du Père Noël avec Robert Le Vigan en maître d'école, ce film donc réalisé par Christian Jacques, sorti en 1941. Il n'y a au monde que deux manières de s'élever. Ou par sa propre industrie, ou par l'imbécilité des autres. Un point. Silence! Oh, monsieur, c'est là, là! Assis! Il est 4 heures, monsieur! Mais ça perd l'hypothèque à
Le premier qui bouge, face à son jour de Noël, à me copier 20 fois le verbe. Je range mes affaires avant que le maître ne m'en ait donné la permission et je m'engage à ne plus recommencer durant toute l'année scolaire. Ah. Oui, l'heure a sonné. Oui, vous êtes en vacances. Oui, c'est le 22 décembre, oui, en vacances. Vous l'avez assez attendu ce moment-là, hein, depuis la rentrée des classes exactement. Petit cancre, cancroïde. Des paresseux, des cancres, c'est tout. Enfin, n'oubliez pas que la nuit de Noël, je vous attendrai derrière la vieille chapelle, comme tous les ans, pendant la messe de minuit, hein. Il y aura pour chacun de vous une orange et un bâton de nougat. Silence! Offert par la Ligue départementale de la libre pensée. Ne l'oublions pas. Allez, où? Ah, mais... Vous pouvez filer, allez. Et en 1943, Robert Le Vigan tourne à nouveau une adaptation d'un roman de Pierre Véry. Il s'agit de Goupil-Main Rouge, qui est un chef-d'œuvre du cinéma français, avec Fernand Ledoux notamment, et qui se passe d'ailleurs, et qui a été tourné en Charente, puisque Pierre Véry était charentais, et il tenait vraiment à ce que le film soit tourné en Charente. Dans l'histoire, il faut savoir que toute la famille s'appelle Goupil. Il y a Goupil-Main Rouge, et il y a Goupil-Tonquin. C'est le personnage complètement illuminé qui est joué par Robert Le Vigan, et vous allez voir cette fameuse scène quand Robert Le Vigan essaie d'échapper aux gendarmes et qu'il monte dans un arbre. Il faut savoir que Robert Le Vigan vraiment vivait totalement ses rôles, il ne jouait pas. Quand il tourne Goupil-Main Rouge, il garde pendant tout le tournage le costume de son personnage. Il est complètement absent au monde de la réalité, il est Goupil-Tonquin. C'est sans doute ce qui donne à son interprétation une profondeur qu'on ne retrouve pas chez les autres acteurs. Il est son personnage. C'est ce qui fait, je pense, la grande différence. Souvent, je vous parle du jeu naturel de Jean Gabin en comparant le jeu très théâtral d'autres acteurs. Robert Le Vigan, je dirais qu'il est un peu entre deux. D'abord, il vient du théâtre, mais il est tellement... les personnages rentrent en lui, ou il rentre dans les personnages. C'est un immense acteur. Et la scène que vous allez voir, où il monte en haut des arbres, il n'est pas doublé. Il n'a pas de câble qui le retienne, contrairement à aujourd'hui où on nous dit les acteurs prennent des risques énormes. Je pense à Tom Cruise, bien sûr qu'ils en prennent, mais beaucoup d'acteurs sont sécurisés par des câbles qu'on ne voit pas après parce qu'on les a enlevés en post-production. Là, dans la scène que vous allez voir, Robert Le Vigan n'a aucun câble de sécurité. À l'époque, on ne pensait pas du tout à ça. Et vous allez voir qu'à un moment donné, je ne veux pas vous dévoiler la scène, mais il aurait pu certainement y rester. Regardez donc cet extrait de Goupil-Main Rouge, un film de Christian Jacques sorti en 1943. Oh, parfaitement. Dans les rues, au café, au spectacle, vous côtoyez des Provençaux, des Charentais, des Normands. Eh bien, ces Provençaux, ces Charentais, ces Normands font que Paris est Paris. C'est-à-dire un bouquet dont chaque province serait une fleur. Oh, comme c'est joli. Vous êtes d'une éloquence. Oh, l'éloquence, mais c'est pas difficile à faire, l'éloquence. Mais je vous en fais, monsieur l'assistant. Voyez-vous, l'Indochine est baignée par l'Irwadi, par le Salween, par le Ménam, par le Mekong, et tout là-haut, par le fleuve Rouge. Je sais ça, mon Elle ami. comprend la Birmanie, la presqu'île de Malacca, le Siam, le Cambodge, la petite Cochinchine française, le Nam, le Laos, et tout là-haut, le Tonkin. Ça, c'est de l'éloquence. Nous ne sommes pas ici au certificat d'études, voyons. Mais qu'est-ce que c'est que Paris, monsieur, la France, l'Europe? Ce sont des gens tristes sous un ciel gris. Là-bas, il y a le soleil, il y a la lumière. Monsieur, la couleur, toutes les couleurs. L'orange, le rouge, le vert, le jaune, le bleu pâle. L'outre-mer, là-bas. Il y a l'outre-mer. Là-bas, là-bas. Là-bas, oui, en Orient. Enfin, voyons, monsieur nous donne des nouvelles de la capitale. La capitale, si vous savez ce que je peux m'en foutre de la capitale. Oh. La capitale, la capitale. Prends-toi ton cas, t'es pris. Hé, brigadier!
Il est là, sur la branche. Venez! Venez me chercher! J'aggrave ton cas! Venez me chercher! Ton cas, descends! Non! Ton cas, allez, descends! Jamais! Jamais! Jamais j'en descendrai! Qu'est-ce qui se passe donc là-haut? Mais c'est Tonquin! Il est devenu fou. Lui parlons plus, il pourrait se tuer. On se tue. Tonquin! Je vais te tirer dessus, tu attends? Ah, qui sont petits, tout petits, on dirait des fourmis! De vilaines petites fourmis! Mais si je saute dessus, je vous écrase tous, bien! Tonquin! Écoute-moi, c'est moi, main rouge! Y'a plus de main rouge! Je t'emmerde maintenant, t'entends? Je t'emmerde! Tonquin! Tonquin, y'a plus de Tonquin, va! Je renvoie du pays, je renvoie, va! Si je voulais, je m'envolerais, tu vois! Je m'envolerais! Tonquin! Faut faire quelque chose tout de même! Bande de taupe! Mon pauvre Tonquin. Je suis dans la lumière! La lumière! Le soleil! Je le vois, le soleil, là! Je le vois! Je vois! Je suis dans le soleil! Et au moment où il tourne Goupil Main Rouge, donc en 1943, Robert Le Vigan adhère au Parti populaire français, le fameux PPF, qui était dirigé par Jacques Doriot, fasciste à la française. Bon, ce n'était certainement pas une très bonne idée, parce qu'à la Libération, il va devoir rendre compte notamment de ce genre d'agissement. Robert Le Vigan était le meilleur ami de Céline, et c'est d'ailleurs Céline qui l'a encouragé à adhérer au PPF, mais Céline, beaucoup plus prudent lui-même, n'a jamais adhéré au PPF. Robert Le Vigan était un homme très influençable, et Le Vigan était quelqu'un qui était tellement exacerbé, avec une sensibilité très forte, et sans doute son amitié avec Céline a certainement joué énormément sur les choix qu'il a faits, et notamment pour cette adhésion catastrophique au PPF. Et dans la foulée, il se met à travailler pour Radio Paris. Vous connaissez, si vous regardez souvent des documentaires sur l'occupation en France, Radio Paris était une radio à la botte de l'occupant, et Radio Londres avait un slogan qui tournait en boucle, et c'était une chanson qui disait « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Et Robert Le Vigan a travaillé en tant que comédien et imitateur, parce qu'il savait faire des imitations, et il interprétait des textes qui n'étaient pas du tout écrits par lui, qui se moquaient des Américains, du général de Gaulle, bref. Et c'est à cause justement, essentiellement, de cette collaboration radiophonique qu'il va avoir beaucoup d'ennuis. La fin de la guerre arrive en 1945, et là, c'est la débandade totale du côté des collaborateurs. Céline s'enfuit, alors après c'est une autre histoire, et Robert Le Vigan, lui aussi, va quitter Paris parce qu'on est en pleine épuration, et là, comme je vous disais au début de cette émission, ce sont les justiciers de la 25e heure. Je crois que l'épuration a été une période vraiment la plus ignoble qu'il y ait eu en France au XXe siècle. Alors il ne s'agit pas d'excuser bien sûr les crimes commis par l'occupant et par les collaborateurs, mais la justice des vainqueurs a été dans les premiers mois plutôt expéditive. Heureusement, les choses se sont calmées après, et donc Robert Le Vigan quitte la France et se retrouve avec Céline à Sigmaringen, dans ce fameux château en Allemagne, où a eu lieu une espèce de gouvernement fantoche de la France. On y trouvait le maréchal Pétain, Fernand de Brinon,
Louis-Ferdinand Céline, une distribution fabuleuse, et Le Vigan se retrouve à Sigmaringen. Alors si vous voulez vraiment avoir un témoignage remarquable sur l'histoire de Sigmaringen, il faut lire le roman de Céline, D'un château l'autre, où vous verrez notamment un personnage qui s'appelle Lavigue, c'est comme ça que Céline surnommait Robert Le Vigan. Sigmaringen, ça ne dure pas très longtemps. Céline, lui, part au Danemark. Quant à Robert Le Vigan, il quitte Sigmaringen, mais il va se faire arrêter. Il va être mis en prison et il sera jugé en 1946. Pendant le procès de Robert Le Vigan, beaucoup de comédiens, de réalisateurs viennent à son secours, notamment Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, Julien Duvivier, en disant que bon, il n'avait pas toujours toute sa tête, que c'était un exalté, qu'il n'était pas toujours responsable de ses actions. On a fait faire un rapport psychiatrique sur l'état mental de Robert Le Vigan, mais il a échappé au pire, sans doute parce que son procès est arrivé en 1946, parce que son procès aurait eu lieu en 1945, il l'aurait fusillé direct. Il est condamné à 10 ans de travaux forcés, indignité nationale jusqu'à la fin de sa vie, et confiscation de tous ses biens. On le remet en prison, en sachant qu'il a déjà été incarcéré pendant plus d'1 an avant son procès, et il sera libéré sous condition à la fin de 1948. Il sera hébergé par plusieurs amis, mais il sent que sa vie est en danger s'il reste à Paris, et il décide de s'exiler en Espagne. Arrivé en Espagne, il va tourner 1 ou 2 films, notamment un film à Ibiza, qui s'appelle Ley del Mar, la loi de la mer, mais il retrouve là aussi un ostracisme des gens de cinéma, et beaucoup de Français arrivent en Espagne, et il décide de quitter l'Espagne, et il s'exile en Argentine, où en Argentine, bien sûr, beaucoup d'Allemands, de collaborateurs se sont retrouvés, et il va s'établir à Tandil, qui est une ville au sud de Buenos Aires, je vous le fais avec l'accent, et il y retrouvera d'ailleurs une épouse. Et je vous propose de regarder, je vais garder le meilleur pour la fin, un document. J'ai eu beaucoup de peine parce que ce document, je l'avais vu il y a longtemps à la télévision, mais il est très difficile à trouver. J'ai retrouvé plusieurs pièces que j'ai rassemblées, j'ai retravaillé l'image et le son pour que ça soit audible, mais vous allez voir, c'est un bon travail. Ce document a été tourné quelques ans avant sa mort, et c'est quelque chose de très émouvant. Vous allez voir sa façon de parler, notamment de sa propre mort. Mais à mon sens, Robert Le Vigan a été un peu un bouc émissaire, parce que même s'il a travaillé à Radio Paris, et Radio Paris quand même, c'était la radio la plus écoutée pendant l'occupation. C'était France Inter sur l'occupation. Vous savez, comme l'écrivait Henri Amouroux, qui a écrit beaucoup de livres sur l'occupation, un de ses volumes s'appelle « 40 millions de pétainistes ». Pendant la guerre, les Français n'étaient majoritairement pas des résistants. Ils étaient tous derrière l'ombre du maréchal, et ils étaient pétainistes. Et donc Radio Paris était la radio la plus écoutée. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Il ne s'agit pas du tout d'excuser des diatribes antisémites qu'aurait pu dire Robert Le Vigan, qui n'écrivait pas les textes, mais qui les disait. Mais je pense qu'on lui a fait endurer beaucoup de choses qui étaient très au-delà de la peine qu'il méritait, sans doute. C'est un réprouvé, et s'il n'avait pas eu ce destin, mais ce fut le sien, il aurait tourné encore tellement de films, et quel acteur extraordinaire. Je pense que dans les extraits que vous venez de voir, et c'est pour ça que je les ai sélectionnés, on y voit le génie de Robert Le Vigan. Je ne vais jamais au cinéma. Non, je ne peux pas. Parce que ça me fait souffrir. Je me rappelle ce que je fus, et j'ai toujours, depuis que je suis allé en prison, je me suis évertué à ne me souvenir de rien. De faire une scission totale. En ce moment, vous me houspillez pour retrouver des souvenirs, et je fais un travail mental extraordinaire pour retrouver des bribes de mémoire. Lorsque les troupes alliées approchaient de Sigmaringen, tout le monde s'est bien rendu compte qu'il fallait foutre le camp. Nous sommes descendus vers la Suisse. Et j'ai été arrêté à Feldkirch avec Robatet, avec pas mal de camarades.
Nous avons été jugés à Paris au bout d'un an et demi de prison de Fresnes. Lorsque je suis sorti de prison, je me suis trouvé dans des conditions d'une mort civile totale. J'étais rayé de l'Union des artistes. Je ne pouvais pas travailler. J'ai essayé de faire n'importe quoi, laver les voitures, faire balayer. Impossible. On me disait, oh, le Vigan, c'est vous. Oh, mais on vous reconnaît. Oh, non, j'aurais des ennuis. J'ai décidé de partir. J'ai traversé les Pyrénées. Je suis arrivé en Espagne. J'ai été encristé, là, encore une fois. J'ai rencontré là d'excellents amis français qui m'ont aidé à survivre. Et finalement, c'est Duvivier qui m'a fait obtenir la carte de travail par le général Franco qu'il avait connu à l'occasion du film La Bandera. Et tout de suite, le général Franco m'a donné la carte de travail. J'ai pu faire 2 films là. Bon, mais je voyais les Français arriver. Alors, dans peu de temps, ils vont me faire une telle propagande que je vais être obligé de foutre le camp. Foutons dans le camp encore un coup. Et je suis arrivé en Argentine, ici, avec un libre désembarco que les camarades réfugiés ont pu obtenir. Et là, j'ai rencontré dans le monde cinégraphique un ostracisme semblable à celui que j'aurais rencontré en France. J'ai accepté 2 films, mais j'ai été saboté chaque fois. Et ne te fatigue pas? Non, non, chérie. Je me promène comme d'habitude, tu sais, un petit quart d'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, chérie. Je vis ici d'une petite rente de la commissaire La Conras, la caisse des artistes et du spectacle. Peu de choses, 160 francs par mois, ce qui fait à peu près 10 000 pesos maintenant. Et je suis aidé par quelques amis de Buenos Aires aussi. Je vis très petitement, mais je vis. C'est comme ça la petite histoire, hein. C'est tout petit, c'est tout petit. 20 ans après, ça paraît stupide. Alors, quoi faire? Lire, méditer, se promener, penser un peu peut-être à l'au-delà aussi. Enfin, attendre la mort. Elle vient. Elle vient. C'est une bonne chose. Et pour terminer, un dernier extrait, que là aussi j'ai du mal à trouver. C'est un film argentin, un des derniers films qu'a tourné Robert Le Vigan en 1951, qui s'appelle El Correo del Rey, le courrier du roi. Donc je l'ai sous-titré, vous allez voir. Et Robert Le Vigan, bon, ce n'est pas un de ses plus grands rôles, bien évidemment, mais il a toujours voulu tourner. C'était un amoureux du cinéma, il était presque envoûté par son métier d'acteur. Et je pense que, eh bien, si vous êtes quelques-uns à voir cet extrait de film, voilà, je crois qu'il faut rendre hommage à cet acteur purement génial qui a été broyé par l'histoire et qui certainement a fait de très mauvais choix, mais il en reste quand même un immense acteur et je pense qu'au panthéon du cinéma français, il faut remettre Robert Le Vigan à la place qu'il mérite. Qué raro encontraros por aquí, Mr. Peabody. Señorita Leonor, un paseo siempre sienta bien. ¿Lleváis mucha compañía? Estos buenos amigos no me abandonan nunca. En cambio, vos, siempre sola. Nunca me siento sola en mi isla. ¿Vais muy lejos? ¿Quién sabe? Por ahí, un poco a la aventura. Ya entiendo. De servicio. Mi servicio es permanente, señorita, incluso mientras duermo. ¿Puedo ayudaros en algo? Si tuviera 20 años menos, lamentaría privarme de vuestra presencia. Pero comprendo que vos vais más a prisa y no os podéis supeditar a mi lentitud. No quiero desmentiros. Que os siente bien el paseo. Que el cielo os escuche. Adiós, señorita Leonor. Adiós, Mr. Peabody. Mañana daremos una batida por toda la isla. No se escapará. No debe escaparse.
Y vos tenéis mejores recursos que yo para descubrirlo. ¿Qué recursos? 20 años menos que yo. Y no digo más. Adiós, señor teniente. Quedamos en que no debe escaparse. Adiós, Peabody. Voilà, j'ai essayé de vous parler de Robert Le Vigan du mieux que j'ai pu, mais en tout cas avec en tête l'idée de remettre cet immense acteur à la place qu'il mérite au panthéon du cinéma français, et non pas d'être vu uniquement comme un collaborateur, comme un salaud, ce qu'il n'était absolument pas. Il n'a tué personne. Il a fait des émissions satiriques à Radio Paris en lisant des textes qui n'étaient pas les meilleurs. Et il était l'ami de Céline, et ça c'est impardonnable quand on sait ce qui est arrivé à Céline ensuite. Mais il faut savoir quand même, parce qu'on a souvent dit que Robert Le Vigan était un trouillard. Là encore, remettons les choses à leur place. Pendant son procès, Robert Le Vigan n'a pas dit une seule chose négative qui aurait pu accabler Céline. Et en prenant la défense de Céline en ne disant rien, il se mettait en danger. À cette époque-là, la peine de mort, c'était rapidement appliqué. Donc voilà, j'ai voulu essayer de rendre à Le Vigan ce qui lui appartient, ce diable Robert Le Vigan, diable et martyr, mais un diable de théâtre, mais un martyr du réel. Ne nous fions pas uniquement à ce que l'histoire nous laisse comme image de ces gens-là, de ces acteurs-là en l'occurrence. Et je reprends la fameuse réplique qui est dite par Le Vigan dans Le Quai des Brumes. Je vois les choses qui sont derrière les choses. Je crois que ça résume bien la trajectoire de Robert Le Vigan. Je vous donne rendez-vous bientôt pour parler d'une autre star d'hier qu'on a oubliée injustement. Alors, à bientôt.